Vous retrouvez maintenant Rencontre avec, une émission d'entretien avec une personnalité du monde chrétien d'aujourd'hui présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Pierre Manant, philosophe politique, normalien et agrégé de philosophie. Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission où je rencontre des personnalités et intellectuels qui comptent dans le monde chrétien d'aujourd'hui. Cette semaine, je reçois l'un des principaux penseurs politiques de notre temps, j'ai nommé Pierre Manant. Normalien, agrégé de philosophie, il a été l'assistant et le disciple de Raymond Aron. Dans ses nombreux ouvrages, il se présente tour à tour comme un défenseur passionné de la pensée libérale, mais aussi comme un critique sévère des droits de l'homme. Bonjour Pierre Manant. Bonjour. Alors Pierre Manant, vous êtes donc philosophe, directeur d'études honoraires à l'école des hautes études en sciences sociales et vous êtes l'auteur de nombreux livres. On va essayer de passer à travers tous ces livres. D'abord, cette petite présentation qui est un petit peu, peut-être un peu... je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes défenseur passionné de la pensée libérale et aussi critique des droits de l'homme. C'était un tout petit peu piquant. Oui, mais... comment dire je me suis beaucoup intéressé au libéralisme. Je suis plutôt, à certains égards, libéral, ouais. Mais je ne me suis pas intéressé au libéralisme, je dirais de façon partisane. J'ai vu dans le libéralisme ce qu'il est en réalité, je crois, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la base continue de la politique moderne. Ce qu'on appelle la politique moderne, c'est fondamentalement la compréhension que l'on résume la compréhension du politique que l'on résume sous le terme de libéralisme. Et donc, tout ce que vous avez dit de façon piquante, c'est une façon piquante de rappeler l'ambiguïté du libéralisme. C'est-à-dire, d'une part, c'est la construction du bon régime de la politique moderne, c'est-à-dire le régime représentatif fondé sur les droits de l'homme, et d'autre part, le problème posé par ces droits de l'homme qui, après avoir été le fondement de la politique, deviennent autre chose. Lorsqu'ils deviennent l'horizon exclusif de cette politique, alors leurs bienfaits, je dirais, commencent sérieusement à s'effilocher. On avait prévu d'aller dans l'ordre de votre vie, mais là j'ai trop envie de vous poser la question. Effectivement, moi j'ai été éduqué aux droits de l'homme comme une sorte de catéchisme républicain. C'était tout, les droits de l'homme. Pourquoi vous les critiquez ? C'est pas bien les droits de l'homme ? Je ne peux pas m'en empêcher, excusez-moi. Non, mais c'est très bien. Si vous dites que les droits de l'homme, c'est de ne pas être réveillé la nuit par la police sans mandat, ce genre, toutes ces bonnes choses que nous plaçons sous le régime des droits, garantie de les libertés, égalité, propriété, tout cela c'est très bien. Mais voyez ce que j'évoquais à l'instant. Lorsque la politique moderne arrive, n'est-ce pas ? Elle arrive avec, en effet, les principes des droits humains. Donc, le but de l'ordre politique, c'est de garantir les droits humains. Oui. Et vous voyez, les révolutionnaires, lorsqu'ils déclarent les droits de l'homme, ensuite, ils sont fort dépourvus, parce que comment on organise une société fondée sur les droits de l'homme ? Et il a fallu 3/4 de siècle, il a fallu attendre la Troisième République pour que ce régime soit monté. Parce que, une fois que vous avez déclaré les droits de l'homme, bien, il faut construire à partir de cela, ou sur cette base, une vie commune, une organisation collective, un bien commun, un corps civique. Et ce que je reproche à ce que sont devenus aujourd'hui les droits de l'homme, c'est que, au lieu d'être la base de construction d'un corps civique qui présente une forme de vie, ce qu'on appelait la République française. Ouais. Aujourd'hui, les droits de l'homme ne sont plus la base, ils sont l'objectif. C'est-à-dire que l'horizon du politique, l'horizon de l'institution, c'est de garantir les droits et de les étendre indéfiniment. Mais est-ce ainsi que l'on construit une chose commune ? Donc, aujourd'hui, les droits de l'homme, tels qu'ils sont compris comme le principe exclusif de légitimité, et des droits compris comme droits de l'individu, et de l'individu exclusivement, ils deviennent, d'une certaine façon, l'ennemi du commun. En tout cas, ils rendent pratiquement impossible de constituer, de reconstituer, de préserver une chose commune. Ah, pourquoi ?
Prenons un exemple. Qu'est-ce qui pourrait... Enfin, c'est plutôt bien que les gens aient des droits. Bien sûr. Mais alors, qui nous gouverne? Oui. Qui nous gouverne aujourd'hui? En France, le président de la République. En Belgique, le Premier ministre. Non, parce que le président de la République dit que la souveraineté française est jointe à la souveraineté européenne. Alors, s'il y a deux souverainetés, il n'y a plus de souveraineté. Donc, qui nous gouverne aujourd'hui? Nous cherchons, oui. Nous disons le président de la République, vous l'avez dit, le Parlement, mais les institutions européennes, le Parlement européen, la souveraineté européenne. Mais non, c'est trop petit l'Europe, parce que la référence des droits de l'homme, c'est l'humanité. Oui. Donc, ce qui nous gouverne, ce qui doit nous gouverner, c'est l'ensemble que forment les hommes. Donc, alors, les traités internationaux, l'Organisation des Nations Unies. Donc, vous voyez, il y a une question. Nous n'avons pas la même vie si nous nous gouvernons nous-mêmes dans la République française, si nous nous gouvernons dans les institutions européennes, de quelque façon qu'elles soient organisées, mais si c'est la référence principale, c'est une autre vie. Et si notre, si j'ose dire, bain civique ou bain social se fait dans l'ensemble de l'humanité, c'est aussi une toute autre vie, n'est-ce pas? Donc, voilà. Moi, ma préoccupation, c'est que les droits de l'homme ne deviennent pas incompatibles avec la formation d'une chose commune dans laquelle nous pouvons construire une éducation qui donne une certaine forme à notre vie, n'est-ce pas? Pour arriver à ça, on va repartir dans votre vie et on va y revenir. Nous sommes déjà partis loin. On est déjà parti loin, mais c'est important parce que du coup, on va y revenir. Il faut absolument qu'on y revienne. Vous naissez dans quel milieu, Pierre Manant? Je nais dans un milieu, je dirais, de l'école publique, et dans un milieu politiquement extrêmement caractérisé, puisque je nais dans une famille communiste. Mon père était un militant communiste très, très convaincu. Il l'est resté très très longtemps. Je ne dirais pas jusqu'au bout, mais enfin très très longtemps. Et donc ça a eu beaucoup d'importance pour moi. Et d'ailleurs, mon père a été surpris quand il a mesuré à quel point ça avait de l'importance pour moi, parce que il ne pensait pas m'endoctriner, si vous voulez. Mais j'absorbais les conversations familiales, j'absorbais ce que mon père lisait, à la fois l'humanité, les petits volumes des éditions sociales. J'étais plutôt précoce dans mes lectures. Donc, j'ai eu très tôt un vif intérêt pour la chose politique, et le communisme, c'était une idée, comme vous savez, c'est une idéologie globale. Donc, c'était à la fois la politique, mais c'était aussi une certaine idéologie scientifique. Elle se constituait contre la religion, n'est-ce pas? Donc, dans les petits livres que je lisais, c'est la religion et la science, le communisme et le christianisme. Donc, c'était sous une forme très, évidemment, partiale, puisque c'était soumis à l'idéologie communiste. Mais en même temps, ça m'ouvrait un tas de problèmes, n'est-ce pas, qui n'ont pas cessé depuis de me préoccuper, même si, évidemment, j'ai depuis longtemps cessé d'être communiste. Qu'est-ce qui a fait basculer Oh, vous savez, c'est d'abord... beaucoup de gens, si j'ose dire, ont été communistes et puis ont cessé de l'être. Oui. Les faits sont têtus, comme disait les faits... La réalité de l'Union soviétique. Il y avait l'évolution des choses, ce qu'on pouvait savoir de l'Union soviétique, ce qui s'était passé en Hongrie, puis en Tchécoslovaquie. Donc tout cela, évidemment, me préoccupait. Mais... Bon, la sortie du communisme, c'est quelque chose de compliqué, parce que on pouvait sortir par la gauche, par l'extrême gauche, comme beaucoup de ma génération. Ils sont sortis du communisme par le maoïsme, d'une certaine façon. Moi, je ne suis pas sorti par le maoïsme, et je ne savais pas trop par quel chemin en sortir, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait 2 rencontres qui m'ont suggérer des chemins
qui n'étaient pas les mêmes, mais qui n'étaient pas incompatibles non plus. D'une part, mon professeur d'Hippocaïencaïn, professeur de philosophie au lycée de Toulouse, au lycée Pierre de Fermat, Louis Junier, qui était un thomiste, à la fois excellent professeur, mais thomiste très, comment dire, convaincu. Et d'autre part, quelques années après, Raymond Aron, qui m'a, si j'ose dire, qui a fait mon éducation politique. Voilà. Donc, et à partir de ces deux éducateurs, si vous voulez, l'un m'a introduit à la religion chrétienne, au catholicisme plus précisément, et l'autre m'a introduit à la politique. Et donc, c'est ainsi muni que j'ai cherché mon chemin. De Raymond Aron, vous retenez quoi? Qu'est-ce qui vous a appris justement de la politique? Raymond Aron, on a déjà dit le mot-clé, c'est le mot libéral, c'est la question du libéralisme. Non, mais c'est pas... Oui, bien sûr, il était libéral. Oui. Mais si vous voulez, ce n'était pas un doctrinaire libéral qui, comme Hayek par exemple, avait les principes du libéralisme et pensait au régime qui appliquerait le mieux les principes du libéralisme. Parce que Hayek, comment dire, avait eu finalement, c'est un grand esprit, mais enfin, c'était plutôt une idéologie libérale que véritablement une pensée politique. Donc, Aron n'était pas un doctrinaire libéral, pas du tout. Il ne citait pas Locke. Donc c'est les grands philosophes qui sont les auteurs, les classiques de la pensée libérale. Si j'ose dire, il partait de l'ordre libéral tel que l'histoire moderne l'avait construit dans les différents pays. Les régimes démocratiques libéraux qui lui paraissaient à défendre face au danger, alors à une époque, le danger fasciste et nazi, ensuite le danger communiste. Donc, je dirais que Aron était plutôt défenseur d'un ordre politique et moral européen, si vous voulez, tel que la liberté politique moderne avait permis de le construire. Et d'autre part, c'est cela qui m'a beaucoup instruit, c'est quelqu'un qui prenait au sérieux la politique. Non pas en s'engageant passionnément d'un côté ou de l'autre, parce que ça, c'est pas prendre au sérieux la politique, c'est satisfaire ses passions, ses indignations. Mais la politique, c'est un domaine qu'il faut prendre au sérieux. Alors, on ne le prend pas au sérieux en se passionnant d'un côté ou de l'autre. Oui. Donc ça demande d'abord une analyse de la situation. Où en est la chose commune? Dans quelle situation vivons-nous? Dans quel régime vivons-nous? Comment l'améliorer? Quel est le meilleur régime? Voilà. Ce sont ces questions que le citoyen, s'il est sérieusement citoyen, doit se poser. Donc, prendre au sérieux la politique et, je dirais aussi, être sensible à la moralité de la politique. Parce que, vous savez, le lieu commun, éthique et politique, ou bien, pour faire de la politique, il faut oublier la morale. Ouais, ça Machiavel, quoi. Et non, Aron n'était pas du côté de ce moralisme politique. Oui. Il y a des exigences propres du politique qui parfois obligent, non pas à violer la morale, mais à ne pas appliquer aveuglément des principes moraux qui rendraient impraticable le fonctionnement du régime politique ou l'action politique. Donc, les décisions politiques ont une composante morale en tant que décision politique. Exemple, 1940, l'armistice. Bon, c'est une décision éminemment, la demande de l'armistice, une décision éminemment politique. Absolument. Mais on sent bien que le jugement que l'on porte sur cette décision, c'est un jugement politique au sens de est-ce que c'est judicieux politiquement, nécessaire politiquement, mais en même temps, ça a une composante évidemment morale. Les grandes décisions politiques sont aussi des décisions
des décisions morales. Et donc, il y a une moralité de la vie commune, une moralité du politique, une exigence, bon, je vais employer un mot qu'Aaron n'employait pas, mais une exigence spirituelle de l'action politique. Donc, c'est cela. Pour moi, Aaron, c'est cet homme qui a toujours pris entièrement au sérieux la chose politique, la chose commune, la vie civique, et qu'il a analysé alors avec une admirable compétence, finesse, intelligence. Vous pouvez relire, il a publié énormément, ces articles de journaux sont des analyses. Même ces articles de journaux, je veux dire, lus aujourd'hui, sont de remarquables analyses politiques, toujours porteuses de sagesse, si j'ose dire, pour nous. Et justement, comment vous voyez, passons tout de suite à l'actualité, comment vous analysez notre situation actuelle, justement par rapport à cette morale? Parce que vous avez raison, il y a une morale en politique, mais là, on est dans un moralisme. Ce que vous disiez, il faut quand même, de temps en temps, comprendre que la morale politique est pas tout à fait la même que la morale individuelle, etc. Là, comment vous voyez les choses? Vous écoutez Rencontre avec, une émission d'entretien avec une personnalité du monde chrétien d'aujourd'hui, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Pierre Manant, penseur politique, spécialiste de la pensée libérale. Oh, bon, là, ça demanderait de grands développements. Bon, aujourd'hui, ce que je reprocherais à l'opinion qui nous gouverne, en tout cas, qui s'impose à nous, c'est d'avancer des principes moraux. Absolument. Les droits humains, l'état de droit, mais sans se soucier du fonctionnement réel de notre régime politique. Parce que, d'abord, nous devons nous gouverner nous-mêmes. Il faut que le gouvernement de la République gouverne notre pays, gouverne la communauté humaine que nous formons. Or, on voit bien que, progressivement, l'évolution des choses a fait que le gouvernement de la République s'est dépouillé de ses prérogatives de gouvernement. Et donc, on se trouve aujourd'hui avec des principes qui en eux-mêmes sont tout à fait estimables, parfois souvent nécessaires, mais portés à un tel point d'absoluité, en quelque sorte, qui prennent un caractère tellement absolu que le gouvernement de la République est aujourd'hui à peu près entièrement paralysé par les principes que par ailleurs il célèbre. Et donc, il faut retrouver la vérité du régime représentatif, c'est-à-dire que malgré tout, nous votons pour des représentants qui doivent avoir les moyens de gouvernement, ce qu'on appelait au début du XIXe siècle les moyens de gouvernement. Et donc, il faut retrouver le sens du régime dans lequel nous sommes censés vivre, ce régime représentatif qui est, comme on le disait au XIXe siècle, le chef-d'œuvre de la politique moderne. C'est vrai, c'est le chef-d'œuvre de la politique moderne, mais c'est un chef-d'œuvre en péril grave. Quels seraient justement les moyens de gouvernement dont les politiques se sont dépossédés, en fait? Il faudrait leur faire reconnaître, reprendre. Tout simplement, le droit de la loi politique a fixé les conditions de la vie commune. Alors, en respectant des principes, bien entendu, mais enfin, c'est la loi politique, dont la loi de la République, qui, en principe, fixe les règles de la vie commune. Si ces règles sont fixées non plus par la loi politique, mais par toutes sortes de juridictions qui sont soit européennes, soit internationales, soit nationales, l'État, la République, comme corps politique, se découvre les mains liées. Donc, et vous voyez, on est dans une situation extrêmement à la fois désagréable et périlleuse du point de vue des institutions, parce que les uns disent les principes, les autres disent il faut bien qu'on gouverne, et non, il faut que
on rassemble les deux. C'est-à-dire qu'en effet, les principes, mais aussi que les principes n'empêchent pas le gouvernement de soi par soi, qui est le principe démocratique. Finalement, c'est la question de la nation que vous voulez mettre au centre du jeu politique. La nation comme ce que j'appelle la forme politique qu'il a emportée en Europe. Oui. Ensuite, pour se répandre dans le monde, mais il y a beaucoup de nations qui ne sont pas des nations. Qui soient moins ou plus que des nations, si vous voulez. Ça. Bien sûr, l'Organisation des Nations Unies, il y a la Chine, l'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis, les nations européennes. Alors, qu'est-ce que les nations? Qu'est-ce qu'est empire? Parce que, après tout, en Chine, l'empire du milieu, la Russie, est-ce que la Russie est une nation ou un empire? On voit bien que voilà des questions qui sont importantes. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse dans la nation, je dirais, c'est cette extraordinaire, production de l'histoire européenne, n'est-ce pas? Parce que, au fond, la politique naturelle, enfin, avant le christianisme, je dis la politique païenne, si vous voulez, il y a deux grandes formes politiques. Il y a les cités grecques, la Rome républicaine, et puis il y a les empires, les grands empires, les empires d'Orient, l'empire perse, l'empire assyrien. Donc un empire, c'est une superstructure qui regroupe des tas de... L'empire, c'est une dynastie impériale, oui, et qui a des peuples divers. C'est ça. Donc, c'est un rassemblement de peuples sous un prince ou une dynastie unique. Donc, et la nation, au contraire, enfin, la cité, c'est donc un groupe réduit, capable de se gouverner lui-même. Et la nation, ce n'est ni un empire, ni une cité. Ça a un peu des deux. Et ce qui frappe, c'est que si on prend l'histoire de l'ensemble, si on prend l'histoire humaine, c'est que la nation, ce que nous appelons nation, ça n'a été élaboré que dans l'ensemble européen. Oui. C'est que si vous prenez l'histoire des siècles passés, on voit bien que la cité a essayé de renaître, et même les cités se sont développées brillamment, en Italie du Nord, dans la Hanse, en Europe du Nord. Les cités ont rené après la chute de l'Empire romain. Les empires aussi se sont maintenus, en tout cas, l'Empire romain a eu des suites, l'Empire germanique. Bien. Et pourtant, ultimement, ce n'est pas la cité qui l'a emporté, c'est la nation gouvernée par un roi chrétien, n'est-ce pas? Et alors ça, c'est un développement historique qui m'a fasciné, je dois dire. Et donc, il m'est apparu que, la nation, c'est la forme politique propre à l'Europe. Et qu'est-ce que ça a de particulier? Pourquoi cette lente élaboration de la forme nationale? C'est que ces nations ont partagé une même civilisation. Bon. Elles se sont développées dans la rivalité, bien sûr, guerre et toutes sortes de choses, et puis non seulement achat de province, mariage. Bon, elles se sont développées dans un mélange de rivalité et d'émulation, en partageant, je dirais, le même principe spirituel qui était le christianisme. Et ça, c'est un phénomène unique, n'est-ce pas? Parce que l'Asie, ce sont des empires qui entrent en contact, plus ou moins... Oui, l'empire de Chine, l'empire du Japon... En contact plus ou moins amical, mais ce sont des empires qui se... Et donc, entre les empires, les frontières sont floues, sont toujours floues, parce qu'elles sont incertaines, et ce sont des marches d'empire, comme l'on dit. Oui, elles dépendent des guerres, elles dépendent... Les nations, au contraire, elles doivent s'usiner avec beaucoup de soin. Voyez tout le travail sur nos frontières. Mais ce travail extraordinaire d'usinage des nations les unes par rapport aux autres, d'influence réciproque, d'éducation réciproque, les nations les unes par les autres, car les grands mouvements
spirituels en Europe ont traversé les nations. Je veux dire, le gothique né dans le bassin parisien. Bon, là, ensuite, je ne sais pas, la construction de l'État, la réforme, bon, le romantisme, enfin, tout ce qui fait la vie européenne, cela passe par la circulation de l'esprit entre les nations. Donc, c'est pour ça que je suis tellement, mécontent lorsque l'on oppose les nations à l'Europe, parce que les nations, c'est la forme même de la vie européenne. C'est ça. Donc, l'Europe, c'est le jeu réciproque entre les nations. Et ce que je regrette, c'est que la construction européenne, qui, en un sens, est certainement un horizon tout à fait noble et légitime, à partir d'un certain moment, en tout cas, a voulu se faire sur la base d'une rupture avec l'histoire européenne. Oui. Une rupture avec l'histoire européenne, c'est-à-dire avec l'histoire des vieilles nations et l'histoire de la vieille religion. Parce que le métabolisme des nations, c'est aussi un métabolisme religieux, parce que, bon, la réforme, c'est un événement considérable, c'est un événement religieux considérable, le rapport entre l'âme du croyant et le Rédempteur, n'est-ce pas? C'est pas rien, c'est un sujet intimement et intensément religieux, mais c'est aussi un vaste mouvement politique. Et les nations, et la réforme, c'est aussi la nationalisation de la religion. Parce qu'il est clair que les nations européennes vont être, à partir de la réforme, très largement définies par la manière dont elles se rapportent à la réforme, à l'ancienne Église, et ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'a fait la vie européenne. Et aujourd'hui, j'éprouve un terrible sentiment d'appauvrissement lorsqu'on veut faire une construction européenne qui a décidé d'effacer toute cette histoire et de dire non, il n'y a que les droits humains. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? Vous, qu'est-ce que vous mettriez? La loi naturelle? Non, mais d'abord... La spiritualité? Ce que je mettrais, c'est ce que j'enlèverais plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on enlève? J'enlèverais cette idée d'une rupture radicale avec le passé. Oui. Bon, je ne sais pas s'il fallait mettre dans les principes européens, dans les racines de l'Europe, le christianisme. Bon, l'idée dès lors qu'on posait la question qu'on ne le mette pas, c'était vraiment idiot. Mais bon, moi, les racines, c'est quand même, c'est pas une notion qui me paraît très pertinente politiquement. Mais surtout si on l'applique pas. Enfin, je veux dire, surtout si c'est juste pour dire. Mais en tout cas, voilà, c'est que l'idée que ce qui s'est emparé de nous, c'est l'idée que pour être des bons Européens, il fallait nous détacher le plus possible de ce que nous avons été comme Français, Italiens, Allemands, etc. Oui. Bon. Et ça, c'est cette répudiation, si vous voulez. Oui. Cette répudiation de tout ce qui nous a formés. Alors, il faut dire pour le meilleur et pour le pire, car nécessairement... Bien, la religion, c'est aussi les guerres de religion. La construction de l'État, c'est aussi la répression. Bien, le métabolisme entre les nations, c'est aussi les guerres. Oui. Nous sommes bien d'accord. Oui. Enfin, tout cela a fait des nations qui, chacune, étaient d'une extraordinaire richesse, dont témoigne leur production intellectuelle, artistique, leur forme de vie, les accents divers que chacune mettait dans son éducation. Eh bien, vouloir faire la table rase et vouloir que chacun ne soit qu'un homme en général, se rapportant à un homme en général, et ne veut avoir affaire qu'à un homme en général, et certainement pas à un chrétien ou à un Français ou à un Allemand, mais un homme en général. Eh bien, là, je crois que c'est un appauvrissement qui, d'ailleurs, et c'est ça qui est le plus triste, qui, d'ailleurs, ne permettra pas de produire ce qu'on veut produire, c'est-à-dire une vie commune qui serait la vie européenne. Parce que quelle définition elle aurait, cette vie européenne?
Mais justement, si on dit que les droits de l'homme, si on remet les droits de l'homme à leur juste place, c'est-à-dire en gros des principes, quel est l'horizon ? Sur quoi fonder l'horizon ? Qu'est-ce que vous proposez ? Mais on ne tire pas une vie commune, une forme de vie, de quelques principes philosophiques. Tout à fait. Bon. On dit, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est un principe. C'est un principe oui. dont on a tiré d'excellentes inférences. Bon. Par exemple, que l'on ne peut pas, que l'on laisse chacun libre d'exprimer son opinion tant que cette opinion ne... Bon. Que la propriété de chacun soit préservée sauf indemnité juste. Bon. On doit obéir à la loi lorsqu'elle a été promulguée dans les formes. Bon. Tout ça, qui s'y opposerait, oui. Mais cela ne nous donne pas une vie commune. Oui. La vie commune, nous ne savons pas trop. Quand nous cherchons les racines, vous voyez l'histoire de l'Europe, l'Empire romain, la chute de l'Empire romain, les invasions dites barbares, enfin je crois qu'il ne faut plus dire invasion, ni faut plus dire barbare. Ni invasion, ni barbare, mais enfin on comprend, les mouvements de population. Voilà. Les mouvements de population, mais alors, des régimes qui avaient peu à voir avec le nôtre. Mais enfin, tout cela a cristallisé ensuite en populations diverses, avec des régimes divers. Ces régimes ont évolué. Donc, l'être humain produit des associations. La vérité première, c'est que l'homme est un animal politique et social. Oui. Oui. Donc, alors, ça se concrétise de façon très diverse, mais encore faut-il que ça puisse se concrétiser. C'est ça. Donc, il faut que les choses communes que l'animal politique et social produit aient une certaine légitimité et puissent se préserver, se développer. Alors, parce qu'on ne sait pas comment ça va se développer. Mais là, vous voyez, quand on dit les principes, d'une certaine façon, on empêche les choses de se développer parce qu'on veut que toute la vie à venir soit contenue dans les principes. Alors, si vous voulez contenir toute la vie à venir de l'Europe dans les principes aujourd'hui des droits humains, vous ne produirez jamais absolument rien. C'est ça, vous ne laissez pas les gens vivre en fait. Vous ne leur laissez même pas la latitude de commencer à produire quelque chose de commun. Et alors, est-ce que le christianisme est une ressource ? Est-ce que c'est ça le... Alors, il faut se dire que on parle beaucoup de la déchristianisation, à juste titre, oui. Mais plus intéressante que la déchristianisation, c'est la christianisation. Parce que c'est quand même un phénomène extraordinaire. Parce que c'est la première fois, c'est la seule fois où un ensemble humain, une association religieuse, a été produite étant complètement indépendante d'une base sociale politique préalable, tribale ou autre. Bon, parce que toutes les religions, avant le christianisme, sont des religions qu'on peut dire politiques au sens large. C'est-à-dire, c'est la religion de la cité, c'est la religion de l'empereur, c'est la religion du peuple. Alors, évidemment, le peuple, la religion juive, elle est d'une admirable équivocité, si j'ose dire, à la fois religion d'un peuple, tu seras mon peuple, je serai ton Dieu, religion d'un peuple, mais aussi ce Dieu d'un peuple est aussi le Dieu de tous, est aussi le Dieu de tous les peuples. Donc, et il est législateur. Oui. Bon, mais c'est avec l'Église chrétienne qu'une communauté purement religieuse est formée, parce que la proposition chrétienne vient saisir chaque homme où il est. Vous écoutez Rencontre avec, une émission d'entretien avec une personnalité du monde chrétien d'aujourd'hui, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Pierre Manant, penseur politique, spécialiste de la pensée libérale. S'il a une religion déjà dans son peuple, elle vient lui dire, le conduire vers
le Rédempteur, mais s'il n'a pas de religion, elle s'adresse aussi bien à lui. Donc elle s'adresse à tout homme. Et donc le baptême est ouvert à tout homme. Donc la rédemption est offerte à tout homme. Bon, donc c'est un phénomène extraordinairement singulier. Alors, on peut dire, ça c'est la tentation à laquelle l'Europe a succombé d'une certaine façon, c'est de dire, si c'est ouvert à tout homme, c'est très bien, mais enfin, en même temps, on est chrétien ou on ne l'est pas, donc comme tous les hommes ne sont pas chrétiens, finalement, ça ne rassemble pas tous les hommes. Donc, il faut que l'humanité s'embrasse elle-même sans avoir besoin d'une référence à Dieu. Et donc, droits humains, humanité sans frontières. Mais le problème, n'est-ce pas, c'est que l'humanité n'est pas véritablement une association. Elle n'a pas de principe d'association. Donc, le christianisme peut ambitionner, se proposer de rassembler tous les hommes qui le veulent bien, parce que c'est le Tout-Puissant, si j'ose dire, qui va être le principe de ce rassemblement par l'incarnation. Donc, c'est une proposition extraordinaire qui est faite aux hommes, n'est-ce pas? Alors, on l'entend, cette proposition, déjà dans le judaïsme. On l'entend en particulier dans les psaumes, n'est-ce pas? C'est le Très-Haut qui s'adresse aux pauvres hommes que nous sommes, n'est-ce pas? Mais le christianisme, dans la compréhension qu'il a de lui-même, accomplit ce mouvement de l'homme vers Dieu par, précisément, le fait de l'incarnation. La loi, vous savez ce que dit Paul, n'est-ce pas? Vous savez mieux que moi, n'est-ce pas, que la loi ne permet pas cette liaison intime entre Dieu et les hommes. Donc, le christianisme propose quelque chose d'extraordinaire qui était improbable à tous égards, n'est-ce pas? Parce que les dogmes chrétiens, on dit aujourd'hui on ne peut plus croire aux dogmes chrétiens. Ça m'amuse beaucoup, parce que comme si au IIe, IIIe siècle, c'était plus aisé de croire à la Trinité tout à fait. ou à l'incarnation de Dieu, comme dit saint Paul, n'est-ce pas, un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. C'est ça. Donc, ça a toujours été incroyable. Et pourtant, cette proposition incroyable a bouleversé quand même des millions et des millions d'hommes au long des siècles. Et elle continue, malgré tout, de toucher encore beaucoup d'âmes. Donc, je crois que vous disiez ressource, c'est une ressource objectivement, mais si on se tourne vers le christianisme en disant pour le réarmement moral de l'Europe, bon, c'est quelque chose qui est équivoque, parce que ça peut être un commencement, ça peut être se dire, bon, c'est vrai, nous avons oublié tout cela, on découvre les splendeurs de, je ne sais pas, des cathédrales ou du grégorien, et on a envie de s'y intéresser davantage. C'est très bien. Mais ça ne peut devenir véritablement constructif que lorsque, effectivement, c'est vers la vérité du christianisme que l'on se tourne, et parce qu'il c'est ça. Il apporte la vérité, n'est-ce pas? Vous avez peur qu'on fasse aussi du christianisme une sorte de... Comme on a fait du droit de l'hommisme, on fasse du christianisme, comme vous dites, réarmement moral. Enfin... Oui, ben, voilà. C'est bon. La foi s'adresse à Dieu. Oui. Et plutôt... par la foi, Dieu s'adresse à l'homme, n'est-ce pas? Bon, donc, c'est une... la foi se suffit à elle-même, d'une certaine façon. Elle est, pour celui qui est conduit vers Dieu
et vers la foi, c'est la chose la plus importante. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir fanatique, Oui. mais ça veut dire qu'il faut bien viser. Il faut bien viser. Il faut bien faire en sorte que ce à quoi l'on adhère, c'est véritablement la proposition chrétienne dans son intégrité. C'est-à-dire sans rien lui ôter, mais sans rien lui ajouter. Donc, et cela, c'est le travail de la foi. Et d'une certaine façon, la tâche de l'Église, c'est de, on pourrait dire de façon familière, de distribuer la grâce, mais de telle façon qu'elle soit bien comprise comme grâce venue du Très-Haut, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il ne faut pas mépriser l'aspect social de la religion. Et effectivement, une religion a besoin de rites, une religion a besoin d'habitudes, une religion a besoin de processions, une religion a besoin de beauté dans les rites, mais en même temps, elle ne doit pas devenir, en quelque sorte, l'instrument d'autre chose qui serait un projet, par ailleurs peut-être tout à fait légitime, mais qui serait plus politique que religieux. Donc, c'est chaque chrétien, d'une certaine façon, fait nécessairement, je crois, un amalgame entre sa visée religieuse et une certaine tendance politique. C'est ça. Donc vous dites un christianisme social ou peut-être même comment on parlait de partis politiques chrétiens, d'accord, mais c'est pas suffisant en fait. Non, ça peut être, je veux dire, la démocratie chrétienne par exemple, elle a joué un très grand rôle et très constructif en Europe après la guerre. Oui. En Allemagne et en Italie, elle a permis d'installer la démocratie dans ces pays qui sortaient l'un du fascisme, l'autre du nazisme. Donc, je ne promeux pas une religion exclusiviste et qui méprise le reste de la vie sociale, pas du tout. Oui. Mais il faut savoir doser les deux, n'est-ce pas? Il faut savoir doser les deux. Et si je me suis tellement intéressé à Pascal, c'est parce que j'ai eu le sentiment qu'il pouvait nous aider dans ce discernement, vous voyez. Parce que je dirais que lui-même a rencontré ce problème, n'est-ce pas? C'est-à-dire retrouver la spécificité de la foi chrétienne dans une société qui était fort différente de la nôtre, mais qui aussi avait ses façons d'oublier la religion ou de la faire servir à d'autres préoccupations. Oui, c'est ça. Pascal et la proposition chrétienne en 2022. En quoi, Pascal, ça vous... qu'est-ce qu'il retrouve pour vous, justement? Parce qu'on est, comme vous le dites, c'est une société apparemment très chrétienne, mais en réalité où on voit que beaucoup de gens se posent la question du christianisme. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Alors, Vincent de Paul, on est à ce moment-là où on se... Bon. Lui, quelle est sa spécificité pour vous, à Pascal? Qu'est-ce qu'il propose? Vous dites Pascal est la proposition chrétienne. Qu'est-ce qu'il propose? La foi est une proposition de Dieu. Voilà. Il faut simplement mesurer cela. C'est Dieu qui propose. Est-ce que j'accepte la proposition? Et si je l'accepte, je m'engage infiniment ou indéfiniment. Pascal dit à celui qui va se poser la question de savoir si la religion chrétienne est vraie, donc il va consulter des livres, interroger quelqu'un, et Pascal lui dit, si vous donnez une heure, il faut donner toute la vie. Oui. Bon. Donc, c'est une proposition qui vient de Dieu, et donc, vous le recevez de la grâce de Dieu, et donc, à partir de là, et c'est là qu'est le moment où nous rechignons tous,
c'est Dieu qui pose ses conditions. Donc, alors, les conditions ne sont pas les mêmes pour tous. Si, il y a des conditions qui sont les mêmes pour tous, c'est le décalogue. Bon. Oui. Mais le décalogue, qui est déjà beaucoup, mais en même temps ne suffit pas du tout. Oui. Parce que chacun est une personne, chaque âme est unique, et c'est vers cette âme unique que Dieu se tourne de façon singulière. Donc la grâce s'adresse singulièrement à un être singulier, et cet être singulier doit suivre les indications de cette grâce. C'est cela, la démarche du chrétien que, ensuite, administre l'Église. Parce que, évidemment, ce chrétien, je dis, comment dire, c'est moi et mon Créateur, mais il n'est pas seul, parce que sa relation à la grâce passe par la médiation de l'Église, en tout cas pour les catholiques. Et donc, c'est sous l'administration, si j'ose dire, de l'Église, donc principalement sous le guidage par l'institution ecclésiale, ça peut être un directeur, ça peut être un confesseur, ça peut être un frère en christianisme, mais pour que chacun entre plus profondément dans cette relation et se conforme aux demandes qui lui sont adressées. Donc, l'horizon de Pascal, c'est simplement que la vie chrétienne, pour tout chrétien, c'est de vivre selon la grâce. Et c'est cela que Pascal a mis sous nos yeux avec une acuité, une intensité extraordinaire. En vous écoutant, on arrive à la fin de l'émission. J'ai envie de vous poser une question un peu peut-être provocatrice. Est-ce que là, en parlant de Pascal, est-ce qu'en fait vous parlez pas aussi un peu de la même façon de l'Europe? Est-ce que vous ne seriez pas allergique finalement à la généralité, Pierre Manant? Je veux dire à l'abstrait. Ce qui ressort de cet entretien, c'est vous voulez un rapport individuel qui après construit du collectif. Là, vous posez je dois dire, une question très, très, très pertinente. Merci. Parce que plus j'y pense, je n'ose dire plus je pense, oui. plus j'y pense, et vous pourriez dire qu'il est temps que je me rende compte, mais à quel point nous avons évidemment besoin des abstractions, des idées générales, mais à quel point nous en sommes prisonniers. À quel point nous en sommes prisonniers. Alors, donc, surtout ne pas abaisser ce travail de la raison qui élabore des grandes notions générales qui nous permettent de nous orienter. Mais en même temps, n'oublions pas que la réalité n'est jamais générale, la réalité est toujours concrète. Comme le disait le vieil Aristote, n'est-ce pas, l'acte est toujours un acte particulier. Oui. Les practica, les choses pratiques, sont toujours des singuliers concrets. Oui. Donc, ce que nous avons à faire, c'est toujours une action particulière qui s'adresse à des êtres particuliers et qui vient d'un être particulier. Alors, ça a des conséquences, évidemment, dans l'ensemble de l'existence. Donc, aujourd'hui, on est en quelque sorte aspiré, obnubilé, fasciné par la généralité humaine. C'est ça. Parce que j'appelais l'homme en général. Alors, bien sûr, la charité s'adresse aux proches, mais elle ne s'adresse pas à l'homme en général. Non. Qui est mon prochain? Elle s'adresse au prochain. C'est ça. Et c'est à chaque fois, une relation particulière qui se noue. Oui. Pour ça, Pascal, qui se dévouait extraordinairement aux pauvres, mais Pascal disait, à propos de la pauvreté, ça nous intéresse aujourd'hui, il disait à sa sœur, ne fabriquez pas des grands systèmes d'aide aux pauvres.
faites don de votre propre argent, de votre propre temps, de votre propre énergie aux pauvres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce soit vous qui donniez, aidiez ce pauvre qui a besoin de vous. Voilà ce que... vous voyez que, si j'ose m'envelopper dans son manteau, à quel point Pascal était attentif à cette question. Et donc effectivement, à ce rapport finalement très singulier et pas du tout général. Mais ça vaut aussi pour la politique. C'est-à-dire que les nations ne sont pas destinées, n'ont pas vocation à se ressembler entièrement, à faire la même chose. N'est-ce pas ? Il y a un esprit des nations. Il y a un esprit des nations. Montesquieu fait parler un gentilhomme français qui dit laissez-nous être ce que nous sommes. Il ne faut pas tout corriger. On a l'impression parfois, quand on écoute ce qui se circule dans la sphère publique, on n'arrête pas d'entendre nous sommes les seuls qui, nous sommes les seuls qui, nous sommes les seuls qui. Bon, peut-être que parfois nous avons raison d'être les seuls qui. Oui. Donc, on n'est pas obligé de faire tout comme tout le monde. Bon, on n'est pas non plus obligé de penser qu'on fait mieux que tout le monde, ça, nous sommes d'accord. Mais donc, voilà, je crois que dans la mondialisation aussi, il y a une sorte d'envoûtement par l'idée de la généralité. Que si une chose n'est pas immédiatement généralisable et n'est pas le résultat de la généralité des choses ou des hommes, elle n'a pas de valeur. C'est ça. Alors, nous allons vers une stérilisation générale des vies individuelles et des vies collectives. Merci beaucoup, Pierre Manant. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Pascal et la proposition chrétienne. C'est paru en 2002. Merci infiniment de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cet entretien et les autres sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.